Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu des Sureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Bonjour. Cette semaine, dans La Santé au-delà des mots, mon invité est Jean-Joseph Condé de l'Association médicale canadienne. L'AMC a une opinion très claire. Le système de santé canadien ne fonctionne pas et cela est la base de mon entretien avec mon expert aujourd'hui. L'AMC a mené des consultations sur la place du privé en santé au Canada et c'est le sujet de notre discussion d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute. Jean-Joseph, bon matin. Bonjour, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Écoute, ça fait plaisir d'être de retour. Excellent. Ça fait plaisir d'être de retour à l'émission. C'est gentil, merci. Ça prend vraiment deux crinqués, là, donc il est 6 heures du matin. Un beau lundi. Puis, je sais pas ce que tu as comme activité aujourd'hui, moi, mais moi, c'est avant d'aller au bloc opératoire, donc ça prenait une heure... Et moi, je suis au bureau à 8 heures. Excellent. Écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation parce qu'en suivant un peu les médias sociaux de l'AMC, là, j'ai vu que vous aviez fait un bon tour d'horizon sur les soins privés au Canada. Donc, c'est un sujet qui m'apparaît vraiment d'actualité. Et on voulait donc discuter de ça ce matin. Mais avant ça, pour nos auditeurs qui n'auraient pas écouté le premier épisode de l'AMC, sur l'AMC avec toi, si tu me parlais un petit peu de ce qu'est l'Association médicale canadienne, le mandat, le membership, peut-être quelques réalisations qui m'avaient moi-même surpris la dernière fois. Là. Tu m'avais parlé des REER notamment. Là. Donc, si tu me parlais un peu de l'AMC en quelques minutes pour mettre à la table. Donc, en fait, l'AMC, c'est l'Association médicale canadienne. On existe depuis plus de 100 ans. L'AMC a été fondée par un groupe de médecins qui voulait défendre les intérêts des médecins canadiens. Et initialement, donc, l'AMC représentait une association des associations médicales des différentes provinces. Maintenant, l'AMC est indépendante des associations médicales. L'AMC est dirigée par un conseil d'administration indépendant composé d'un médecin de chaque province canadienne. Et moi, Jean-Joseph Condé, je suis le représentant du Québec au conseil d'administration de l'AMC. Donc, le but de l'AMC, c'est d'être le leader d'opinion, de représenter l'opinion des médecins canadiens, d'être la voix des médecins canadiens au Canada. Donc, c'est pour ça qu'on agit autant au niveau fédéral qu'au niveau provincial dans chaque province. Donc, exemple, oui, en effet, tu as raison, l'AMC a été les premiers à demander au fédéral d'établir un régime d'épargne enregistrée.
parce que les médecins professionnels autonomes n'avaient pas de fonds de retraite. Mhm. Ça s'est réalisé et ceux qui ont suivi l'actualité ont vu que depuis le mois de mai, depuis le dernier budget fédéral, l'AMC a fait beaucoup de rencontres, beaucoup de recommandations par rapport à la nouvelle taxe sur le gain en capital. Mhm. Le taux d'inclusion du gain en capital qui passe à 66 pour les corporations, dont les corporations médicales, qui Mhm. sont de petites corporations. Donc, ça n'a pas fonctionné. Le gouvernement fédéral est quand même allé de l'avant avec ces changements, mais à l'AMC, on continue et dès le mois de septembre, on a d'autres rencontres avec le ministère des Finances pour les convaincre que c'est une mesure qui défavorise les médecins, qui sont des professionnels autonomes. Les corporations médicales, comme on sait, ne sont pas des corporations de multimillionnaires. Mhm. Ce sont de petits entrepreneurs qui essaient de donner des services à la population. Donc, d'un côté, on investit dans les soins de santé pour tenter d'améliorer l'accès aux soins de santé, et de l'autre côté, on pénalise les médecins, c'est un désincitatif Mhm. à investir dans une clinique médicale, par exemple, le fait de cette nouvelle taxe. Donc, bref, tout ça pour te dire que l'AMC Ouais. s'occupe de différents dossiers. L'aide médicale à mourir aussi, Mhm. dans les années 2015, l'AMC était là-dessus, Mhm. dans les différentes commissions parlementaires. Mhm. Donc, c'est la voix des médecins canadiens et c'est dans ce contexte-là que nous avons fait la récente étude sur les soins de santé privés versus publics au Canada. Avant de passer à ce sujet, la mesure sur l'impôt sur le gain en capital, des analystes indépendants disent même que globalement, c'était une mesure qui était néfaste au-delà du corps médical, là. Donc, même les prévisions budgétaires du gouvernement libéral donc, ne sont pas rencontrées. Donc, ça semble être globalement inefficace. Donc, l'AMC rejoint la position d'un paquet d'autres analystes à cet effet. Pour ce qui est du système de santé privé, sur le site web de l'AMC, c'est quand même assez radical, là. C'est écrit noir sur blanc, le système de santé canadien ne fonctionne pas. Donc, c'est la position de l'Association médicale canadienne actuelle. Donc, quel constat faites-vous là, de l'état du réseau au niveau canadien à l'AMC? Donc, le plus gros constat, c'est ce que tous les médecins et tous les patients constatent dans leur pratique, c'est le manque d'accessibilité. C'est bien beau d'avoir un système de santé gratuit, universel. Encore faut-il qu'il soit accessible. Actuellement, notre système de santé n'est pas accessible. Si on parle de la première ligne, 6,5 millions de Canadiens n'ont pas, donc c'est pas seulement au Québec que les gens n'ont pas de Mhm. médecin de famille. Au Canada, 6,5 millions de Canadiens n'ont pas de médecin de famille. Et encore plus intéressant, ceux qui ont un médecin de famille, 50% de ces patients-là nous disent qu'ils ne sont pas capables de le voir. Donc, ce sont les patients qui se retrouvent à ton urgence, qui se retrouvent dans les cliniques sans rendez-vous parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à leur médecin de famille. Et pour le médecin spécialiste, ben, c'est la même chose. Ce sont les listes d'attente pour avoir soit un rendez-vous pour une investigation, une tomographie, une résonance magnétique, ou pour simplement rencontrer son spécialiste. Donc, les Canadiens n'ont pas accès à leur système de santé. C'est le plus gros problème, d'où notre phrase, le système de santé ne fonctionne pas. Et même, il y en a qui sont allés plus loin que ça en commission parlementaire à Ottawa, qui ont dit le système de santé est brisé. It's broken. Mhm. Il faut le réparer. Mhm. Pourquoi cette tournée canadienne de l'AMC sur les soins de santé privés? Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est perçu comme l'enjeu numéro un ou c'est un enjeu parmi tant d'autres à l'AMC? C'est un enjeu parmi tant d'autres. Par contre, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que le privé prend de plus en plus de place
dans les soins de santé. Donc là, à un moment donné, il faut ça, et pas seulement au Québec, hein, un peu partout au Canada, dans les autres provinces, les gouvernements poussent de plus en plus à aller vers le privé. Donc, par exemple, en Ontario, où le gouvernement promet de faire comme au Québec, d'avoir des cliniques, des cliniques spécialisées Mhm. pour la chirurgie de la cataracte, chirurgie de la hanche, du genou, un peu comme on voit au Québec, financé par l'État. Donc, devant cet état de fait, que de plus en plus de Canadiens se tournent vers le privé, de plus en plus nos gouvernements pensent à s'orienter vers le privé. Il fallait donc se poser la question, mais premièrement, que veulent les Canadiens? Deuxièmement, quelle place le privé devrait occuper dans notre réseau de la santé? Parce que, un peu comme tout le monde, on a l'impression que le privé va en Mhm. augmentant. Juste au Québec, avoir le nombre de médecins, chaque 3 mois, il y a un article qui nous dit que le nombre de médecins qui s'en va au privé augmente. Mhm. Donc, à un moment donné, faut s'arrêter, il faut se poser la question, quelle place le privé devrait occuper dans notre système de santé? Avez-vous une position pour ou contre le privé ou c'est une position qui est mitigée en fonction de l'analyse un peu que vous êtes en train de faire là, de notre réseau? Donc, Hmm. quand on a sorti notre, en fait, on a fait le tour du Canada. Mhm. On a parlé à 10 000 patients, médecins, 10 000 Canadiens, savoir la question, que voulez-vous comme système de santé? On a fait des assemblées publiques à Halifax, à Montréal, à Toronto, à Vancouver. On a rencontré des gens sur place, on a rencontré des groupes de médecins sur place, et la question était donc, quelle, quelle place voulez-vous que le privé occupe dans votre système de santé? Certains nous ont accusés, puis à Vancouver, il y avait des Ah manifestations oui. hey, pour le public, pensant que l'AMC, en faisant cette étude, que l'AMC était pour le privé. Non, l'AMC n'est pas pour le privé, mais l'AMC a voulu avoir le son de cloche Mhm. des Canadiens là-dessus. Et ce qui ressort de notre constat, c'est que les Canadiens tiennent à leur système de santé public. Mhm. Les Canadiens nous disent, on veut un système de santé public, universel, gratuit, où les gens sont traités en fonction d'un besoin et non en fonction de leur capacité de payer. OK. Alors ça c'est le premier constat. Les Canadiens sont clairs là-dessus. Par contre, la réalité est que le privé prend de plus en plus de place. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Donc, quand vous dites ou quand tu dis que l'AMC n'est pas pour, est-ce que, juste pour être bien sûr, est-ce que ça veut dire que l'AMC est contre, encore une fois, ou votre objectif est simplement de suivre Donc, la volonté des Canadiens? J'essaie juste de bien comprendre de ça. donc l'AMC a écouté les Canadiens. Donc, le premier constat, c'est que les Canadiens veulent un système de santé OK. public, mais le système est brisé. Par contre, comme tu as pu le voir dans l'étude, on n'a pas encore de conclusion Parfait, excellent. parfaite. Pourquoi? Parce que
En fait, il n'y a pas d'études qui montrent que c'est vraiment bénéfique d'aller au privé. Donc, ce qu'on constate, et oui, il y a des études, mais c'est des études américaines, Mhm. des études européennes, mais il n'y a pas d'études canadiennes qui nous montrent que quand on transfère un service du réseau public vers le réseau privé, qu'on améliore l'efficacité ou l'accessibilité. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ben, comme vous savez, c'est un système de vase communicant, Mhm. hein. Donc, si on augmente le privé, c'est qu'on on enlève des ressources au système public. Mhm. Donc, la recommandation finale de notre rapport, c'est il va falloir suivre le phénomène de OK. près et faire des études de façon à prouver que oui ou non, le transfert d'activité vers le système privé améliore l'accès aux soins. Alors, s'il améliore l'accès aux soins, l'AMC sera pour, mais on veut voir des preuves. D'accord, d'accord. En attendant, ce qu'on dit, c'est que il va falloir donc un peu baliser la façon dont le privé évolue dans le pays, en attendant qu'on ait des études plus claires sur l'efficacité de telles mesures. Votre démarche a généré un projet de document qui s'appelle, et que les auditeurs pourront trouver là, sur le site web de l'AMC, Gérer l'interface entre les secteurs publics et privés en appui à des soins de qualité. Je comprends que c'est un projet qui va continuer à être amélioré au fil du temps là, en fonction de vos analyses. Là, puis le document soulève certains enjeux, peut-être des enjeux centraux, là, donc au niveau de l'accès aux soins. Le premier étant la pénurie de prestataires de soins de santé. Donc, on a souvent l'impression qu'il y a beaucoup de médecins au Canada, mais il n'y en a peut-être pas tant que ça par rapport à d'autres pays. C'est peut-être ça le constat à certains égards. Donc, deux constats. Hmm. Deux constats, c'est qu'actuellement, il y a une pénurie de ressources de professionnels de la santé, de ressources dans le réseau de la santé, donc autant médecins Infirmière. qu'infirmières, que préposés. Et les études canadiennes sont catastrophiques. On nous dit qu'en 2028, c'est bientôt, là, 2028, au Canada, il va manquer 44 000 médecins. En 2031, il va manquer 117 000 infirmières au Canada. Donc, on a un enjeu de ressources. C'est le premier et c'est le premier constat. Et donc, là aussi, quand on parle de privé, de Mhm. vases communicants, je manque déjà de ressources dans le public. J'en enlève pour les amener au privé. Ben, j'améliore pas le public non plus. J'améliore le privé. Est-ce que c'est vraiment efficace? Deuxième enjeu était les temps d'attente. Donc, j'imagine que ça va de Donc, pair avec la pénurie de ressources. Et, et donc, c'est dont je te parlais au début, c'est-à-dire Mhm. l'accessibilité. Les Canadiens n'ont pas d'accès aux soins de santé. Écoute, je ne sais pas comment c'est chez toi à Québec, mais moi, à Val-d'Or, une prothèse de hanche, ça prend 2 ans. Mhm. C'est-à-dire que, écoute, j'ai des patients qui se sont retrouvés fauteuil roulant, Exactement. en fauteuil roulant parce que ils attendent. Puis, tu appelles l'orthopédiste, est-ce que tu peux faire quelque chose pour mon patient? Est-ce que tu peux le devancer? Et la réponse est, Jean-Joseph, j'en ai 800 sur ma liste C'est ça. d'attente. J'ai 800 patients qui attendent des hanches. Alors, qui j'enlève pour prioriser ton patient? Donc, oui, il y a un problème de temps d'attente qui est inacceptable et ça va Exact. faire on va y venir tantôt, je pense, mais ça va faire partie d'une de nos Mais recommandations. c'est drôle parce que tu parles des prothèses de hanche et de genoux, puis c'est une réalité, moi qui suis chirurgien, à laquelle je n'avais jamais été confronté, puis dans ma tête de chirurgien général, je me disais, le patient qui attend pour une prothèse de hanche, il y a un enjeu de douleur seulement, là, c'est dommage, mais il a de la douleur, mais c'est plus que ça, là. Il y a une perte de fonction, il y a une perte d'autonomie, il y a le fauteuil roulant. Donc, j'imagine, à la limite, ça implique quitter le domicile. C'est des choses auxquelles on n'était pas confronté, ou en tout cas moins sensibilisé avant la pandémie. Puis là, ça devient un enjeu majeur. Là.
Écoute, on n'a pas le temps d'en parler, mais un des patients dont je te parle, écoute, il a même écrit, donc là, évidemment, ils reviennent voir leur médecin de famille. Hein. Mhm. Hey, docteur, j'attends toujours, ça fait plus mal. Je me refuse. Écoute, là, les gens, c'est un problème de narcodépendance. Hein, là, Exact. les gens se retrouvent sur du Dilaudid, sur de l'oxycodone, parce qu'ils ont mal à la hanche, ils Ah dorment ouais. plus la nuit. Et là, bref, le patient écrit à son député, Mhm. euh, et il m'a emmené la lettre qu'il a écrite au député pour lui dire Coudon, va-tu falloir que j'aille me faire frapper par un 10 roues devant l'hôpital pour me fracturer la hanche pour être opéré d'urgence? C'est Qu'est-ce que le incroyable. système attend? Fait que et ça, c'est des gens qui ont. Et ça, c'est les bâtisseurs du Québec. Hein? C'est des Mhm. gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont bâti le Québec qu'on a aujourd'hui, qui ont payé des impôts toute leur vie. Et quand ils arrivent au stade où ils ont besoin du système de santé, ben, le système de santé n'est pas là pour eux. Bref, tout ça pour te dire qu'il y Mhm. a un bel exemple de la catastrophe du temps d'attente. Mhm. Euh, Même un patient, puis toi, t'en vois sûrement, hein, des patients qui viennent te voir avec des cancers, qui ont attendu trop longtemps. Je prescris un scan au mois de février pour une douleur abdominale, liste d'attente, liste d'attente, liste d'attente. Le scan qui, selon les délais, devait être fait en dedans de 60 jours pour une douleur abdo subaiguë. Finalement, le scan est fait au mois d'octobre. Il est fait 8 mois plus tard. Mhm. Et 8 mois plus tard, tu annonces au patient qu'il avait un cancer. Mhm. C'est des scénarios catastrophiques. Donc Tout oui, à fait. oui, en raison de la pénurie de ressources, les temps d'attente sont inacceptables. Le document parle également de la dépendance excessive à l'égard des soins hospitaliers. Donc, si tu me un peu ventilais ce constat que vous faites. Donc oui, puis juste, je m'excuse hein, pour Ouais. revenir, tu avais raison en passant hein, par rapport aux ressources, que le Canada Mm. est parmi les pays qui ont le moins de médecins, C'est ça. parmi les pays de l'OCDE. Hein. Donc on a une moyenne de 2 médecins par 1000 habitants, Environ. alors que des pays comme la France, l'Allemagne ont 4 à 5 médecins par 1000 habitants. Donc oui, notre système a été bâti de telle façon Et, qu'on a moins de médecins. et l'enjeu dont on ne parlera pas aujourd'hui par manque de temps, c'est la perte d'attrait de la médecine familiale, mais ce sera peut-être pour une autre journée. Donc la dépendance excessive à Donc, l'égard des soins hospitaliers, on pense à quoi ici? donc, que notre système est Centriste. hospitalo-centriste, que tu te souviens, la réforme Rochon, le but de Mhm. la réforme Rochon, c'était on ferme des hôpitaux et on va investir dans les soins à domicile. Mm. Et qu'est-ce qui s'est passé au fil des années, au fil des différents gouvernements? On a fermé des hôpitaux, mais on n'a jamais investi comme il aurait fallu dans les soins à domicile. Donc, on se retrouve avec un système où on n'a pas de soins à domicile, on n'a pas d'hospitalisation à domicile, tout est fait à l'hôpital. Et évidemment, avec le vieillissement de la population, va falloir que ça change. On ne pourra pas hospitaliser tout le monde et c'est pour ça qu'on a des délais de prise en charge, des patients dans les corridors, alors qu'il aurait fallu, dans les années 2000, sur papier, c'était ça le plan, il aurait fallu investir massivement en soins à domicile, sachant qu'on avait une population qui vieillissait et qui allait avoir besoin de plus de soins de santé. Mhm. Pire que ça, à Québec, avec les fermetures d'hôpitaux qu'il y a eu dans le passé, il n'y a pas d'hôpital communautaire à Québec. Tous les soins hospitaliers passent par la structure de l'hôpital universitaire. Oh là là, oh, ça veut dire que vous êtes débordé, là. Ben, d'une Vous part, et d'autre fournissez pas. part, moi je pense que c'est un problème. Tous les patients, le patient qui a une hernie inguinale, âgé de 25 ans, en parfaite santé, passe dans la même structure essentiellement que le patient qui a un cancer du pancréas à certains égards. Là. Parfois, il va compétitionner pour une place pour le bloc opératoire avec ce type de clientèle. Donc, ça, c'est une erreur historique. Donc, Non, ça a été. à Non. mon Alors, sens. donc, oui, oui, Euh, mais tu as raison. Écoute, et puis bon, ça revient à une question j'imagine, de ressources financières aussi au départ, parce que la réforme Rochon, c'était aussi parce qu'il fallait atteindre l'équilibre mhm. zéro. Donc, on a fermé des hôpitaux, on a mis des médecins À à la la retraite, retraite, des infirmières à la retraite. Puis finalement, on n'a pas fait ce qu'on avait promis de faire sur tout à fait. papier, qui était d'investir plus ailleurs. Le quatrième enjeu soulevé par le document de l'AMC est l'accès limité, voire
inexistants aux services financés par l'État. Donc, on pense à quoi, par exemple, ici? Donc, exactement ce dont on parle Ouais, depuis tantôt, c'est-à-dire l'accès exemple, aux cataractes, OK. chirurgie de la cataracte, chirurgie de la hanche, chirurgie du genou, OK. Mais traitement. seriez-vous... OK. Êtes-vous en faveur, par exemple, de l'accès complet aux soins dentaires à l'AMC? Avez-vous une position là-dessus sur physiothérapie, tous les soins connexes? C'est une autre chose qui est ressortie un peu pendant la pandémie, ça, avec les syndromes de COVID longue. Les gens se sont rendus compte, finalement, qu'il y a une bonne partie des soins qui sont en dehors du réseau, tu sais. Donc, jusqu'à On, quel point est-ce qu'on ouais, finance? on ne sait pas, on ne OK. s'est pas prononcé là-dessus. OK. Notre priorité est d'essayer d'avoir un système de santé physique Mhm. qui fonctionne. C'est déjà un gros dossier pour l'AMC. Le document est très... On a Ouais. laissé ça, on a Ouais. laissé ça aux politiciens, On pourra parler un assurance peu de... dentaire, soins dentaires. Le document, donc, contient 22 recommandations. Là. J'en ai choisi 3 pour discussion. Sinon, on pourrait parler toute la journée, puis on va devoir canceller notre clinique et notre salle d'opération. Donc, puis... Nos listes d'attente vont Bon, augmenter, les manquer patients encore. auront moins Donc, j'en d'accès. ai choisi 3 simplement pour... Chacune peut faire l'objet d'une discussion, puis c'est ça l'intérêt. Donc, la recommandation numéro 3, c'est de continuer d'interdire ou de limiter rigoureusement les modèles d'assurance faisant double emploi, donc qui permettent aux patients de souscrire une assurance privée pour accéder à des services qui sont déjà couverts par le régime public. Donc, les gens qui ont un intérêt, je pense, c'est un peu dans la sphère de la cause du docteur de Shaoli. Donc, mais c'est assez complexe. Si tu nous résumais un peu en quoi ça consiste cet enjeu là, d'assurance à double emploi. Donc, Donc, en fait, c'est que si les gens peuvent se payer une assurance privée, donc on se retrouve dans un système où on va favoriser le privé, c'est-à-dire où on va favoriser l'accès aux soins privilégiés aux gens en fonction de leur capacité de payer. Et c'est pas ce que les Canadiens veulent, c'est hum, pas ce que les Canadiens nous ont dit. Ils nous ont dit on veut un système de santé gratuit, universel, assez accessible à tous sans égard à la capacité de payer. Donc, si on ouvre vers des assurances privées, donc on ouvre vers une facilitation de l'accès aux gens qui ont une capacité de payer. Donc, ce n'est pas ça le but. Et dans ce sens-là, l'AMC se prononce contre, OK. parce que si on ouvre là-dessus, ben, c'est clair que les gens les mieux nantis de la société vont pouvoir s'acheter des assurances privées et ils vont pouvoir aller dans des cliniques privées, se faire des prothèses de hanche à 24 000 à Mhm. Montréal. Donc, j'ai quelques patients qui quittent l'Abitibi, qui vont à Montréal, 24 000 pour une prothèse de hanche. Donc, si on a une assurance qui le couvre, ben, les gens plus aisés de la société vont y aller. Ce n'est pas ça le but. À ce moment-là, on crée vraiment un système privé Mhm. parallèle. Mhm. Mais ce n'est pas ce que les Canadiens veulent. Moi, je pense à cet effet, là, j'ai réfléchi depuis un certain temps. Je pense que si on pensait en dehors de la boîte un peu, peut-être que le réseau privé pourrait financer le réseau public. Donc, les gens actuellement là, qui vont dans une clinique privée à Montréal, ton patient qui va investir 25 000 dans une clinique privée à Montréal pour une prothèse de hanche, cet argent-là est sorti du réseau, on est d'accord? On ne reverra pas la couleur de cet argent-là. Je me dis, si on pensait en dehors de la boîte, puis on entend, semble-t-il, des modèles, je ne suis pas un spécialiste, mais des modèles comme en France notamment, où il y a vraiment une espèce de continuité entre même les soins privés publics sont presque dans le même hôpital. Si on imaginait, par exemple, là, que un hôpital public offre des soins privés en sus des soins publics, donc il n'y a aucune compétition là, donc par exemple, le samedi, dans mon hôpital à Saint-François d'Assise, on fait des protèges de genoux dans le réseau privé, mais c'est l'hôpital qui est le pourvoyeur des soins. Donc, les bénéfices ou les revenus restent dans le réseau, sont réinvestis pour donner des soins publics. Parce que moi, de mon point de vue, moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait que tout le monde ait accès aux mêmes soins, mais j'ai l'impression que la santé au Québec, c'est ce qu'était la religion dans les années 50. Là, on ne peut pas sortir du modèle, puis là, on dit, bon, on va créer des inéquités dans le réseau, mais tu conviendras avec moi, notre société est pleine d'inéquités.
Il y a des Donc, inéquités à partir de la naissance, il y a des inéquités sur l'accès aux soins de santé, à l'éducation. Puis je me demande si en étant trop donc, strict, peut-être qu'on limite nos possibilités, puis on s'empêche un petit peu d'avancer. Puis, avant de te redonner, parce que ce que je vois aussi, c'est qu'en ne s'impliquant, j'ai le sentiment, qu'en ne s'impliquant pas dans le développement d'un réseau privé de qualité, on a un réseau qui se développe un petit peu, je te dirais, en dessous du radar. Puis on voit apparaître toutes sortes de petites mesures. Comme par exemple, je ne connais pas dans les autres provinces, mais au Québec, une ou deux cliniques seulement ont des permis d'hospitalisation, comme tu dois savoir. Donc, la majorité des centres de chirurgie ambulatoire privés n'ont pas de permis d'hospitalisation. Qu'est-ce que certaines cliniques font? Ben, ils achètent des condos, elles construisent des appartements en face de leur clinique pour la convalescence des patients. Ça peut être une forme d'hospitalisation déguisée. Donc, long préambule pour dire que, donc, il me semble que si on sortait un petit peu du carcan de dire non, puis on disait ben, peut-être, puis contrôlons le processus plutôt que le laisser aux mains justement des investisseurs. Mais peut-être que je cherche, c'est de je l'utopie. cherche Ouais. Non, non, mais écoute, je cherche une de nos recommandations. Donc, ce que tu dis, je le comprends très bien. Ouais. Et c'est un peu, je cherche quelle recommandation, Mhm. le numéro exact de la recommandation. Mais une de nos recommandations, c'est en effet que, donc là, on a dit, on favorise pas d'assurance privée Mhm. pour que les gens n'aient pas un accès privilégié en fonction de leur capacité de payer. Par contre, on n'est pas, et c'est une de nos recommandations, on est pour l'accès aux soins dans le privé financé par l'État Mhm. lorsque les délais d'attente, lorsque le délai d'attente pour une chirurgie, par exemple, dépasse les normes établies, les lignes directrices établies. Donc, ce qu'on dit, et je peux trouver la Mhm. recommandation, c'est que si la norme pour une prothèse de hanche, c'est 6 mois, Mhm. mais si quelqu'un ne peut pas recevoir sa prothèse de hanche dans le réseau public en dedans de 6 mois, mais oui, il peut, il, pas il peut, il devrait pouvoir aller l'obtenir dans le privé, mais ce service doit être financé par l'État. Mhm. Alors, Ouais. maintenant, que l'on fasse le service dans une clinique privée ou qu'on le fasse, ce que tu me proposes finalement, c'est de le faire le samedi matin à l'hôpital quand le bloc opératoire est fermé, de faire entrer une équipe et de prendre cet argent-là. Oui, ça revient. Donc, c'est financé par l'État. C'est l'État qui paye, sauf qu'au lieu de payer une clinique privée, l'État paye un établissement public pour faire la Ben, prothèse de la hanche. Mais nuance étant que le modèle que tu proposes, le public paie puis l'argent disparaît. Là. Moi, le modèle que je propose, c'est que l'utilisateur donne l'argent à l'hôpital. Là. Donc, le 25 000 plutôt que de le donner à la clinique XYZ Inc. à Montréal, je le donne à l'hôpital Saint-François d'Assise. Puis on pourrait même imaginer un système où probablement que ce serait faisable ou en fond, parce qu'on parle souvent dans notre régime politique de la capacité de payer des gens. Tu sais, souvent, on va dire, ben, tu sais, on va hausser la taxe sur les véhicules de luxe en fonction de la capacité de payer. Les gens qui ont un plus haut revenu vont payer plus cher pour tel type de service. Moi, je pourrais imaginer qu'aussi certains soins de santé à un certain âge aussi soient un peu en fonction de la capacité de payer. Là, tu parlais de ton patient qui paie 25 000 pour une hanche dans le privé. Bien, il y a probablement des gens pour qui, rendus à 75 ans, en fonction du patrimoine qu'ils ont, c'est peut-être pas un si grand enjeu de débourser 10 000 $. Peut-être même certains le feraient avec plaisir en sachant qu'ils vont donner le 10 000 $ à l'hôpital de Val-d'Or. Ils vont donner l'argent à leur hôpital en fonction de leur capacité de payer pour financer les soins de leurs concitoyens. Mais pour en arriver là, j'imagine que ce serait d'une complexité incroyable, mais je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose à envisager puis sortir de ce carcan de dire non, c'est juste ça. Là, Ben, c'est assez- ben, en fait, c'est assez proche ce qu'on dit, hein, parce que c'est un peu le système, tu sais, c'est un peu le système des CMS qu'on a au Québec, c'est-à-dire
On dit, tu sais, qu'à Québec, je ne sais pas si vous avez le système, mais à Montréal, il y a beaucoup de chirurgies qui sont transférées par le Oui, public oui, vers le privé. oui, Exemple, bon, Rockland MD qui nous vient en tête, qui ont 8 salles c'est d'opération. ça. Donc, les chirurgiens de Sacré-Cœur vont opérer Mhm, des patients RAMQ euh, dans une clinique privée. Donc, le gouvernement fait une entente de service avec la clinique privée. Vous allez me donner le coût du matériel, le coût des ressources de l'opération, coût de temps. Le médecin est payé par la RAMQ. Donc, et là, on limite le bénéfice que peut faire le privé. Toi, tu me dis à peu près la même chose, sauf qu'au lieu que donc, ce 15% de bénéfice qu'en général le privé va faire. Évidemment, à mhm. 25 000, on imagine, on ne connaît pas leurs finances, là, mais à 25 000, on imagine que le bénéfice est beaucoup plus que 15% d'administration. Mais mettons que le gouvernement accorde un 15% d'administration à une entité privée pour faire la chirurgie. Toi, tu me dis, ben oui, ben on pourrait accorder ce même argent-là, on pourrait l'accorder à mon hôpital pour qu'il fasse les chirurgies le samedi et le dimanche. Et on a tout à fait, on dit à peu près la même chose, on a Mhm. tout à fait raison. Sauf que d'un côté, bon, et c'est là que notre recommandation ultime arrive, il va falloir des études. Quand Sacré-Cœur transfère des hernies, par exemple, des hernies Mhm. inguinales, des laparoscopies, quand elle les transfère, ou même des sleeves, Mhm. quand elle les transfère en clinique privée, dans une CMS, est-ce que vraiment on augmente l'efficacité versus d'investir cet argent-là dans le public? Et ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas trouvé d'études nous prouvant que c'était plus efficace, c'était mieux, Mhm. mais on constate que c'est une tendance que prennent les gouvernements. L'Ontario, je te le disais tantôt, veut faire comme le Québec, veut envoyer des cataractes, des hanches, des genoux dans le privé. Mhm. Mais fine, mais faisons une étude pour voir est-ce qu'on gagne vraiment ou est-ce qu'on fait juste drainer les ressources du public. Et ce Tout à serait fait. peut-être mieux de faire après 5 ans d'études, est-ce que la conclusion serait que c'est peut-être mieux de faire ce que tu dis, c'est-à-dire de faire rentrer, d'investir cet argent-là de 18 heures à 22 heures pour faire des chirurgies dans nos hôpitaux publics, les samedis, les dimanches, faire nos chirurgies dans les hôpitaux publics. Peut-être que tu as raison, Mhm. mais ça prend des études. Tout à fait. Donc, on n'a pas d'études pour nous permettre de dire que un modèle est mieux que l'autre. Par contre, ce qu'on dit, c'est que notre recommandation la plus forte, c'est si les délais d'attente ne peuvent pas être respectés, donc si mon patient doit se ramasser en fauteuil roulant parce qu'il ne peut plus marcher, mais peut-être que le gouvernement devrait dire, monsieur, on va vous payer votre chirurgie Mhm. dans le privé à ce moment-là. Mhm. Mais d'ici, faisons ça, acceptons cet état de fait, mais faisons des études pour être capable de se prononcer dans 5 ans. Est-ce que c'est vraiment gagnant ce qu'on fait? Bref, on aurait pu discuter de seulement une recommandation. Vous recommandez également, recommandation numéro 8, que les médecins puissent choisir leur milieu de pratique, mais moyennant certaines conditions. Donc, que l'accès à la patientèle ne soit pas compromis, que les médecins divulguent leurs conflits d'intérêts, qu'on puisse démontrer qu'on améliore l'accès. Donc, toutes des choses qui sont très, très valables. Mais je me questionnais d'un point de vue d'une association comme l'Association médicale canadienne, où vous défendez les intérêts des médecins. Est-ce que c'est pas une atteinte à l'autonomie professionnelle, le fait de mettre des conditions au milieu de pratique des médecins ou à leur choix d'environnement, le public versus privé, compte tenu que les médecins sont techniquement des professionnels autonomes, avec un statut hybride, là, évidemment, compte tenu qu'on est payé par un Donc, agent. c'est évident que, ouais, donc c'est évident, c'est encore la même chose. C'est Hmm. évident que si on leur permet d'aller dans le privé, mais là, on fait le privé exploser. On n'a pas de Ouais, preuve que c'est mieux. ouais. Donc, ce qu'on dit, c'est que oui, ils peuvent aller dans le privé, mais en autant que ça ne nuise pas au réseau public. Et on ne connaît pas la réponse.
quand des chirurgiens se mettent hors RAMQ pendant 1 mois pour aller opérer dans le privé, oui, on a l'impression que ça permet à, je sais pas, une vingtaine de patients de se faire opérer dans le privé, mais est-ce que ça nuit ou ça ne nuit pas au réseau public? Parce que pendant ce temps-là, ben, il y a probablement 2 orthopédistes de moins qui sont de garde, il y a 2 orthopédistes de moins dans le réseau public qui travaillent, qui opèrent. Est-ce qu'on est vraiment gagnant comme société? On ne la connaît pas, la réponse. Donc, on dit oui, ils ont le droit de choisir, mais il ne faut pas que ça nuise au réseau public. Mais on ne le sait pas. C'est ça. En fait, c'est la plus grosse recommandation. C'est plate à dire, mais il faut faire une étude pour... Faisons-le de façon... Si je résume, laissons aller le privé de façon balisée, c'est-à-dire privé, mais genre CMS, c'est-à-dire c'est l'État qui paye. Mais s'il vous plaît, gouvernement de toutes les provinces et au fédéral, faisons une étude pour être capable de savoir est-ce qu'on fait quelque chose de... Est-ce qu'on nuit au public ou on améliore l'accès à la population en général? Mais encore là, la désaffiliation, comme tu dis, pendant 1 mois ou une semaine pour être hors RAMQ, là, ça, c'est imposé par toutes sortes de réglementations qui visent à restreindre l'autonomie des médecins, là. Donc, si on avait, encore une fois, un système qui se développe de façon plus harmonieuse, selon moi, puis une meilleure conciliation public-privé, on n'aurait pas cet enjeu-là, là, parce que le médecin pourrait finir son réseau public à 4 heures, puis commencer ses chirurgies privées à 4h30 l'après-midi. Ce serait possible. Mais dans le réseau, tu sais, ce serait envisageable. Ben oui, absolument que c'est envisageable, mais c'est intéressant ce que tu dis, je ne sais pas si tu le sais, mais les IPS, une IPS donc, qui est payée par l'hôpital, qui est payée par le réseau public, elle travaille en clinique de 8h à 16h et imagine-toi, à 17h, elle commence dans une clinique privée à faire du hors RAMQ, c'est-à-dire avoir des infections urinaires à 120 $ la visite, jusqu'à 21h. Moi, comme médecin de famille, je ne peux pas faire ça. Moi, je dois rester RAMQ tout le temps. Mais le gouvernement permet aux IPS, qui sont leurs employés, de travailler dans le public de 8 heures et après leurs 8 heures, elles vont dans le privé. Donc oui, ça existe ailleurs. Pourquoi ça n'existe pas pour les médecins? Ça fait partie du débat. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. La recommandation 14 a attiré mon attention parce qu'on parlait d'options d'épargne pour les soins de longue durée, donc, des approches d'épargne avec report d'impôt, prime paiement d'impôt. Donc, c'est une recommandation qui est assez lourde. Donc, la recommandation 14, on pense à ça. J'aimerais vraiment... ça fait référence à quoi exactement? Donc, c'est que le citoyen finance éventuellement son hébergement. Est-ce que c'est ce que je comprends ou...
Donc là, c'est l'autre réalité, c'est le vieillissement de notre population. Donc aussi, il faut se poser la question, l'État, on a beau être pro-public et notre document est pro-public en notant que les gens aient accès aux soins dans un délai raisonnable. Maintenant, il faut se poser la question, avec le vieillissement de la population, est-ce que les ressources financières des gouvernements vont permettre aux citoyens de recevoir des soins en CHSLD parce que il y a une catastrophe qui s'en vient. Là. Il y a un tsunami qui Le s'en vient. tsunami Là, gris. hein, Oui, tout à fait, tout à fait. Le tsunami gris. Tous ces, toute cette population qui vieillit devant nous, puis on le voit dans nos hôpitaux. Hein, Mhm. nos patients sont plus malades, ils ont plus de comorbidités, ils restent hospitalisés plus longtemps. Hospitalisation plus longtemps dit réadaptation plus longue, ils occupent un lit d'hôpital plus longtemps. Et ce n'est que le début, ça va continuer à empirer dans les 10 prochaines années. Donc, face à ce tsunami gris, comme tu Mhm. dis si bien, euh, que le gouvernement n'aura pas les moyens de financer les soins de santé pour toutes ces personnes âgées vieillissantes, Mhm. ne devrait-on pas permettre dès maintenant un système un peu comme le REER, un système d'épargne où tu peux épargner de façon à l'abri de l'impôt, où tu peux épargner à l'abri de l'impôt de façon à avoir accès à des ressources, d'hébergement quand le patient sera rendu là. Donc, c'est une question financière, une question il y a une pénurie de ressources, on n'arrive pas à donner des soins aigus à nos patients, on a un problème d'hébergement, notre population va aller en vieillissant. Ne devrait-on pas penser à comment on va financer Mais l'hébergement de cette population est-ce âgée? que cette approche-là ne crée pas une certaine forme d'inéquité à l'arrivée, où les gens mieux nantis vont avoir accès à des meilleurs soins d'hébergement? Et en deuxième alinéa, est-ce que cette approche financière ne pourrait pas être utilisée justement pour financer certains types de soins en vieillissant, où on dirait effectivement, moi j'épargne, on désignerait des chirurgies qu'on a des bonnes chances de devoir subir plus tard, cataracte, prothèse de hanche, genou, puis on a le droit d'économiser de l'argent en prévision de ces interventions-là, en sachant que si on n'en a pas besoin, bien, l'argent est rapatrié dans un autre fonds. Donc, Donc, sinon, comme si on c'est lit, intéressant ce que oui. tu dis parce que ça, c'est vraiment donc penser un peu en dehors de la boîte, puis pour que les gens soient bien clairs sur ma position. Je ne suis pas pour le réseau privé, mais moi, je pense que plutôt que voir simplement le réseau privé comme étant une façon de désengorger le public, peut-être essayer de voir le réseau privé comme une façon de financer le réseau public. Là. C'est un peu ce que vous Ah, dites là, avec l'hébergement. Mais je me dis, poussons oui. l'exercice pour l'accès aux soins. Donc, en fait, puis si tu lis la dernière ligne de la Mm. recommandation 14, c'est que, évidemment, on écrit que cette épargne-là devrait Mm. servir à compenser des services qui ne sont pas couverts par l'État. Exactement. Exemple, je ne sais pas où en sont tes parents, mais ma mère, quand il a fallu l'héberger, donc exemple, pour avoir un service, elle a dû aller dans une RPA privée. Mhm. Donc, une RPA privée, ce n'est pas financé par l'État. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas permettre, donc elle a dû évidemment payer de sa poche, Mhm. comme la plupart des gens, tu vends ta maison, tu vends le capital de ta maison et ça te permet de payer Mhm. tes années en RPA. Est-ce qu'on ne devrait pas leur permettre d'épargner à l'abri de l'impôt de façon à pouvoir se payer ces années en RPA, Mhm. qui n'est pas un service requis, qui n'est pas un service couvert par l'État, mais dont qui facilite la vie des gens âgés. Donc oui, c'est ce que tu dis, faut penser à d'autres solutions parce que faut pas se faire d'illusions, là. On s'en va vers une catastrophe, là. Quand on dit que
quand on dit que le système de santé ne fonctionne pas, le système de santé est brisé, mais il y a une catastrophe qui s'en vient. Et là, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Notre population va continuer à vieillir, on ne pourra pas lui donner de soins. Et il y a une discordance qui nous inquiète le plus, c'est cette discordance entre l'offre et la demande. Mhm. C'est-à-dire que la demande de services va en augmentant, va continuer à aller en augmentant, alors que l'offre de services va en diminuant. L'offre de services en diminuant, pourquoi? Bien, on l'a dit tantôt, pénurie de ressources, mais aussi vieillissement de nos médecins, parce que Mhm. les médecins aussi ont suivi la courbe du baby-boom, hein? Donc nos médecins aussi vieillissent comme la population. Alors là, on se retrouve avec des médecins qui s'en vont à la retraite, des jeunes médecins qui doivent traiter des gens avec des gens qui ont des maladies plus complexes, des gens avec plus de comorbidité. Mhm. Alors tout ça dans notre système, tout ça congestionne notre système. Mhm. Alors c'est ce qu'on dit qu'il y a cette discordance entre l'offre et la demande et il va falloir être créatif, il va falloir trouver d'autres façons de donner des soins. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une deuxième année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Et on n'a même pas parlé des autres enjeux. Peut-être avant de conclure, est-ce que l'AMC, parce que lorsqu'on s'était rencontrés lors de la première entrevue, la baguette magique, toi, tu aurais aimé qu'on investisse plus en prévention là, lorsque je t'avais demandé la question l'an dernier, mais je me demandais, avez-vous à l'AMC une réflexion ou une position sur le financement de l'aspect préventif en santé, parce que depuis tout à l'heure, on est dans le curatif, ou on est même dans le palliatif à certains égards, donc on ne parle même pas de prévention, alors que c'est peut-être l'élément central de la solution à long terme, et non pas à court terme, ce qui est un peu le problème, donc. Oui, et tu vas le trouver dans nos priorités stratégiques. Entre autres, on veut beaucoup. Oh, putain, on a plein de choses sur la Ouais. table, il y a plein de choses en santé. On veut s'attaquer au changement climatique, parce que le changement climatique, c'est de la prévention. Mhm. Ce qui s'en vient, ce ne sera pas drôle à cause des changements climatiques, à cause de la couche d'ozone, à cause des inondations, les feux de forêt, on a vu ce que ça fait. Tous nos patients qui sont MPOC, Mhm. nos patients pulmonaires chroniques, plus d'hospitalisation, plus de surinfection. Donc, il y a un enjeu de santé relié au climat. Et oui, on était d'ailleurs à la conférence de l'ONU à Dubaï. L'AMC et d'autres associations médicales étaient présentes pour dire au gouvernement du monde, c'est une priorité des changements climatiques parce que ça affecte la santé. Et si on ne fait rien, ça va... Là, on parlait tantôt du tsunami gris, mais il n'y aura pas... En plus du tsunami gris, on va ajouter le tsunami climatique. Alors, Mhm. écoute, on ne s'en sort pas. Bon, Donc oui, prévention, oui, il faut investir en prévention. Et un autre de nos objectifs, de nos priorités stratégiques, c'est investir en soins à domicile parce que notre système hospitalier ne sera pas capable de prendre en charge toute cette population. Mhm. Donc, il va falloir qu'on investisse ce qu'on aurait dû faire dans les années 2000 dans les soins à domicile. Donc, promouvoir les soins à domicile. L'investissement dans les soins à domicile, c'est une priorité aussi si on veut prévenir toutes ces hospitalisations, si on veut garder nos personnes âgées le plus longtemps possible à domicile. Là, disons qu'on a beaucoup de travail
sur la table. Donc, écoute, on a fait un excellent tour d'horizon, Jean-Joseph. Il y a la petite section baguette magique. Donc, je te rappelais que la dernière fois, tu m'avais proposé, donc, si je te donnais une baguette magique, là, d'investir plus en prévention. Donc, ça fait le pont avec ce qu'on vient de dire. Puis aujourd'hui, si je te tendais une baguette magique pour changer quelque chose dans le réseau de santé québécois ou canadien, compte tenu de ta position à l'AMC, ce serait quoi? Écoute, donc, la prévention, c'est une priorité. L'autre priorité, c'est la pénurie de ressources. Mais là, ça devient un débat complexe. Comment, pensons-y, là, comment qu'on augmente nos ressources dans la santé, là? Là, on se fait... Bon, c'est sûr, on voit ce qui se fait, c'est qu'on va chercher des travailleurs de la santé ailleurs dans le Ouais. monde, mais là, on se fait accuser Ben, aussi par les pays du tiers-monde de voler exactement. des travailleurs de la santé Mais- chez des populations qui sont encore plus vulnérables que Mais la nôtre. encore là, moi, je pense que les administrateurs et le réseau, on s'est peinturé dans le coin parce que on a pris les infirmières, notamment, parce que c'est quand même un gros morceau là, de la masse de travailleurs dont on a besoin, on les a pris pour acquises. Alors qu'on avait essentiellement un corps professionnel essentiellement féminin là, depuis historiquement, dans les hôpitaux, il n'y avait à peu près aucun réseau de CPE digne de ce nom. N'importe quel chef d'entreprise aurait dit, moi, l'essentiel de ma force de travail, ce sont des femmes. Je vais mettre une garderie dans la business. Ça va être beaucoup plus facile de demander à une infirmière de rester à 4 heures, 1 heure de plus, si son enfant est un étage en dessous, qu'à 20 km, puis que là, elle arrive en retard, la technicienne la regarde avec un petit regard accusateur en voulant dire « Vous venez encore chercher votre fille en dernier. » On s'est peinturé dans le coin parce qu'on a pris les gens pour acquis. Donc, moi, je pense qu'on est un peu responsable. Et je reviens à mon modèle de financement privé. Si le réseau privé était intégré de façon harmonieuse au réseau public, dans une même entité physique, puis que les syndicats également collaborent, parce que je vois plein d'enjeux au niveau syndical si on essaie de faire ça, bien, ça créerait peut-être un attrait du réseau public, parce que l'infirmière dirait « Ah, moi, en plus de mon travail dans le réseau public, je peux, si je le veux, rajouter du privé les soirs ou les fins de semaine, quand ça me convient. » Donc, ça revient au modèle de l'IPS dont tu parlais tout à l'heure. Écoute, donc, et donc, ça me permet, ce que tu me dis, ça m'amène sur le point que, comme tu as vu, ça, c'est un rapport préliminaire qu'on a distribué pour consultation. Donc, on l'a distribué aux associations médicales, aux fédérations au Québec, au gouvernement de toutes les provinces, au fédéral, et pour avoir des commentaires. Donc, ce genre de commentaires que tu fais aujourd'hui est très intéressant. Oui, notre document dit on peut aller dans le privé en autant que ça soit payé ça soit financé par l'État, que le patient ne sorte pas d'argent de sa poche, avec des contrats qui limitent les bénéfices, etc., pour ne pas se faire avoir de prise de profit exagérée. Mais notre rapport est en circulation pour commentaires et je verrais ça d'un bon œil qu'on puisse ajouter une section, une recommandation qui, comme on parle d'études à faire dans le futur, il faudrait étudier aussi ta proposition. Si on augmente les capacités dans le réseau public pour permettre au réseau public de faire du privé, est-ce que ça ne donnerait pas de meilleurs résultats que la proposition d'aller vers le privé comme soupape de débordement? Absolument, ça devrait ça pourrait faire partie d'une recommandation et ça pourrait faire partie d'une étude aussi, à savoir qu'est-ce qui est mieux. La réponse, on ne le sait pas, mais on dit ça va prendre des études pour le savoir. Mais en même temps, je ne sais pas, tu es au courant comme chirurgien, la FMSQ a signé une entente avec le ministère en mai 2020. C'était pas en mai l'année dernière, mai 2023, pour augmenter le nombre de chirurgies pour 10 000 la liste d'attente. Mais ils ont de la difficulté à avoir des infirmières pour faire ces opérations-là. C'est un vœu pieux. Exactement. C'est une entente de signer. Nos chirurgiens sont prêts à travailler plus pour 10 000 la liste d'attente. Oui, mais il n'y a pas de salle d'opération, il n'y a pas de ressources. Alors... en fait, il y a des salles d'opération, mais c'est ça, il n'y a pas de personnel. Puis tu parlais tout à l'heure de la marge de profit. Selon moi, la marge de profit serait encore plus élevée dans le public. Donc, le public qui offrirait du privé
aura une marge de profit beaucoup plus haute parce que l'amortissement sur les infrastructures est déjà là. On n'est pas en train de financer une salle d'opération, là. La salle d'opération est construite depuis 40 ans. Je veux dire, puis elle est déjà chauffée, donc la marge de profit, d'après moi, serait beaucoup plus intéressante, mais tu me reviendras, ça sera peut-être la recommandation 23 de votre rapport. Écoute... Nous, c'est la 14, alors on fait une 14B. OK. 14B avec... 8, pardon. Non, attends, c'est laquelle que tu disais? C'était le... Écoute... Ah non, moi, c'était... j'ai ça, j'ai pas le numéro. Oui. Ça. Donc, on fait une recommandation là-dessus. Tout à fait. Écoute, en dernière question, donc, un peu pour compléter ma section baguette magique, donc, tu m'avais dit Nelson Mandela la dernière fois, la personne que tu aimerais rencontrer. Donc, aurais-tu une autre personne que tu aurais aimé rencontrer dans le monde vivante ou décédée? Écoute, dans ce qu'on parle aujourd'hui, je pense que j'aimerais ça rencontrer Christian Dubé. Ah oui? OK, c'est vrai. Non, mais Christian Dubé, écoute, pourquoi... quel est ton plan pour la santé? Là? Comment tu vas? Tu sais, là, on vient de discuter de plein de solutions, de plein de choses intéressantes. Et là, on n'a même pas parlé de qu'est-ce qu'on pourrait faire là, pour améliorer la santé. Mais je regarde le gouvernement aller, je regarde Christian Dubé, qui est un homme très intelligent, et je regarde la création de l'Agence Santé Québec, je regarde ce qu'il a mis comme conseil d'administration. Et là, je me dis, mais merde, quel est son plan? Là? Est-ce qu'il pense vraiment être capable de sauver le système de santé comme ça, alors que je pense que ça prend des gens sur le terrain avec des actions concrètes pour essayer d'améliorer le système de santé? Son plan n'est pas clair pour moi. Est-ce que c'est simplement politique qu'on enlève, on sent que c'est une patate chaude, fait qu'on va la mettre au sein d'un organisme parapublic, comme ça, les députés, les ministres ne seront plus responsables. Est-ce qu'on a vraiment un plan pour améliorer le système de santé? C'est pas clair. Donc, j'aimerais ça avoir que toi et moi, on s'assoit avec Christian Dubé. On pourrait tenter ça. Faire un balado avec lui. Écoute, j'aimerais ça. Écoute, c'est une belle façon. On va essayer ça. Je vais faire la démarche. Écoute, mon cher, je te remercie beaucoup donc d'avoir accepté l'invitation par un lundi matin à 6h. Donc, on va aller travailler, donc rendre des services à la population. Puis, je te relance une invitation pour une autre activité un peu plus tard. Il nous reste 1 heure pour se préparer. Hey, merci de l'invitation, Jean-Pierre. Ça fait plaisir. Hey, merci, mon cher. À bientôt. Bye. Au revoir. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.